Alors, on a parlé de pas mal de choses différentes bon, on n'a pas énormément de temps pour parler de tout cela, mais approfondissons un peu tout en conservant un dialogue assez rapide pour pouvoir changer de sujet assez vite. Et si vous nous regardez chez vous, vous pouvez nous envoyer vos questions. Vous allez voir passer un menu défilant. Envoyez-nous vos questions parce que nous allons ensuite les poser à la fin de la session. Si je vois ce qu'il s'est passé ces 2-3 dernières années, il y a eu la forte croissance du secteur jusqu'à 2019 avec une apogée des émissions de 914 millions de tonnes à peu près, quelque chose comme ça, selon l'IATA. Et puis en 2020, ça est tombé à presque 488 millions de tonnes, donc une réduction de moitié. Est-ce que cela fera une différence pour les prédictions à long terme des évolutions du secteur? Et puis la deuxième partie de la question, comme l'a dit Jonathan, il y a pas mal d'initiatives pour essayer de cartographier une trajectoire jusqu'en 2050, des choses qui ont été menées par Sustainable Aviation au Royaume-Uni. Il y a cette nouvelle initiative qui est venue d'Europe, Waypoint 2050, qui appelle à la neutralité carbone d'ici à 2050. Il y a le rapport de l'ATTAC de l'an dernier qui fait encore référence aux objectifs du secteur de 50% de réduction par rapport à 2005. Est-ce que la pandémie a créé un peu de confusion dans ce domaine ou est-ce que le secteur est encore sur la bonne voie pour unifier ce qu'il souhaite faire? Michael, vous d'abord et ensuite peut-être que Jonathan et d'autres vont vouloir contribuer. Alors, pour mettre un peu les choses dans leur contexte, quelles sont les implications? Nos prévisions des émissions jusqu'en 2050 en tenant compte des effets de la pandémie, eh bien, selon elles, l'empreinte des émissions serait 16% inférieure à ce qu'on avait prévu avant la COVID. Donc, même dans 30 ans, les effets de la pandémie se feront encore ressentir. Mais ça veut dire quand même que même avec cette réduction, notre empreinte en matière d'émissions, si on ne fait rien d'autre par rapport à aujourd'hui, pourrait atteindre 1,8 milliard de tonnes de CO2. Comme vous l'avez dit, Paul, notre objectif existant de 50% de réduction, il passait à 325 millions. Donc vous voyez bien toute la difficulté de la tâche. Mais ce qui est positif, c'est que maintenant, on sait qu'avec le rapport Waypoint 2050, qu'il y a pas mal de trajectoires différentes, de combinaisons d'actions qui nous permettraient d'y arriver et qui nous permettraient d'aller encore plus loin. Je crois que le message du secteur est assez clair. Nous avons un objectif existant qui est très ambitieux. Je vous ai parlé des ordres de grandeur en question, mais c'est atteignable et un avenir net zéro au niveau mondial, c'est faisable d'ici à 2060-2065. Mais bien sûr, il y a certaines régions comme l'Europe, qui est un bon exemple, qui pourront aller plus vite que cela. Et si vous regardez de très près les choses, toutes les annonces qui ont été faites ces derniers mois cadrent grandement avec cette position. Jonathan, quelque chose à ajouter concernant l'initiative européenne? Oui, je suis complètement d'accord. On voit clairement que différentes parties du monde sont confrontées à des pressions différentes en matière de changement climatique. En Europe particulièrement, on a vu en 2019 et 2020 le mouvement du FluxSham, le flight shaming, qui s'est développé et on souhaitait un accès différent aux nouvelles technologies, aux carburants durables, etc. Donc il y a une certaine évolution qui nous permet de passer à l'objectif de 2050 plus tôt. Mais on a une dynamique et une bonne opportunité pour tout le secteur pour converger autour d'une ambition commune, surtout avant l'Assemblée générale de l'OASCI en septembre-octobre l'an prochain. D'accord, donc les choses sont sur la bonne voie, ce qui est bien. Je veux changer de sujet maintenant. On a beaucoup parlé des trajectoires. C'est bien de savoir qu'il y a un certain nombre de trajectoires qui existent. Ces 24 dernières heures au colloque, on a entendu parler de différentes solutions technologiques qui sont envisagées pour l'aviation. Quel est votre point de vue sur les voies les plus prometteuses? Et puis je sais que le secteur a passé pas mal de temps, fait beaucoup d'efforts pour développer des alternatives
durable au carburant pour remplacer le kérosène à court terme, pour permettre de réduire significativement les émissions, mais il semble que cela avance très lentement. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort sur ce plan-là? Nancy, peut-être vous d'abord? Les SAF sont la meilleure solution à court terme, moyen terme et à long terme pour notre secteur. Et on a fait pas mal de chemin, vous avez raison. Il n'y a pas encore de quantité significative disponible, mais on a conçu ce secteur de zéro à partir de 2006 en créant des efforts de consortium pour trouver des façons de s'assurer de la sécurité de ces carburants alternatifs dans l'aviation. Mais on a fait beaucoup de chemin. Néanmoins, il faut changer d'échelle dans l'approvisionnement pour rendre cela plus compétitif économiquement. Et donc, je vais peut-être remettre en question ce que vous avez dit en disant que ça ne s'est pas tellement développé. Mais ce qu'il faut faire maintenant, vous avez entendu Jonathan parler de leurs accords. Nous sommes fiers que 3 de nos membres, pendant la pandémie, aient signé un nouvel accord pour utiliser des carburants durables à l'aéroport de San Francisco, et c'est un grand signal de marché. Ce qui est nécessaire, c'est que les gouvernements interviennent, comme ils l'ont fait pour les carburants alternatifs au sol depuis des décennies et des décennies aussi pour les carburants fossiles, et qu'ils nous retrouvent qu'on trouve un terrain d'entente, qu'il faut un soutien des dirigeants pour que ces carburants soient viables commercialement, pas nécessairement au même prix que les carburants conventionnels, mais il faut que les prix baissent. On s'est engagé à utiliser des quantités considérables de SAF à court, moyen et long terme, et on est prêt à créer les leviers pour que ça devienne réalité, et on attend simplement que les États en fassent un peu plus. C'est un message intéressant, Nancy, parce que je dirais qu'en Amérique du Nord, les choses ont avancé plus rapidement qu'ici en Europe, et j'aimerais avoir le point de vue peut-être des Européens, Michael, Jonathan ou Anne, qui souhaiteraient parler de la situation actuelle en Europe. Il semble que les États en Europe pourraient en faire beaucoup plus pour faire avancer les choses et peut-être garantir et sauvegarder les énormes investissements qui sont nécessaires pour que cela se concrétise. Moi, je pourrais ajouter quelque chose. Comme l'a dit Nancy, nous, on a fait de grands progrès et on essaye de créer un nouveau système énergétique. Je ne vais pas faire de la pub pour Bill Gates, mais dans son dernier livre, qui est excellent d'ailleurs, que je recommande, il dit qu'il faut créer un nouveau système énergétique. Et par le passé, ça prenait 60 ans pour passer du charbon au pétrole. Et maintenant, on voit qu'en 10 ans, on a plus d'une dizaine d'usines dédiées au SAF et on verra pas mal de progrès ces prochaines années. Mais comme l'a dit Nancy, ce qui est essentiel, c'est le soutien des dirigeants. On sait que c'est faisable techniquement, que c'est durable, mais maintenant, il faut les produire à grande échelle et économiquement. Et donc, le soutien des dirigeants est essentiel. Il y a eu de grandes mesures en Europe, mais je pense que dans les 8 prochaines semaines, on aura une annonce de l'UE qui va changer les choses avec un mandat pour les SAF, et j'espère qu'ils vont pouvoir aussi entrer dans le système ETS, et il faudra un signal de prix pour attirer les investissements nécessaires pour construire ces usines. Et là, on parle de 5% d'ici à 2050. Rien qu'au Royaume-Uni, il y aura 10 usines. En Europe, il y en aura probablement 30 à 40. Pour passer à 30% d'ici à 2050, au Royaume-Uni, ça représenterait 50 usines. Donc, on est vraiment au bord d'une explosion, et je pense qu'avec les bons signaux politiques, ça va s'accélérer. Anne, je pense qu'avec le renouvellement des flottes, les carburants alternatifs sont le seul levier à court terme qui est compatible avec les technologies actuelles. Donc, avec nos partenaires qui sont Airbus, Aéroport de Paris, Safran, Aircraft Engine en France, on va faire les grands investissements nécessaires pour
relancer la production pour que économiquement ce soit viable. On s'attend à ce que d'abord les gouvernements donnent des incitations pour que les compagnies puissent être confrontées aux énormes coûts. Pour l'instant, ça coûte 3 fois plus cher que le carburant conventionnel. Mais de notre côté, en France, on s'est engagé à introduire 2% de SAF d'ici à 2025. Donc ça aidera à sécuriser des volumes afin de pouvoir construire un secteur mature et à optimiser la production et à produire de plus grandes quantités aussi. Et petit à petit, on pourra réduire les prix. Je n'aimerais pas non plus oublier le renouvellement des flottes parce que la crise de la COVID nous a poussé à accélérer le renouvellement de la flotte. Actuellement, nous sécurisons 1 milliard par an, même avec cette grosse récession, pour renouveler notre flotte long courrier avec des 350 et moyen courrier avec des A320. Et n'oubliez pas qu'on est vraiment au premier niveau dans le renouvellement de la flotte. Donc, il est bien de voir qu'à court et moyen terme, on en fait pas mal pour les SAF. Mais hier et ce matin, vu la présentation d'Arthur Delittle, on a beaucoup parlé d'autres technologies d'avenir qui pourraient être possibles, y compris l'hydrogène. Et j'ai aussi observé qu'éventuellement, y aurait-il un danger que l'on voit les deux grands constructeurs suivre des directions légèrement différentes en matière d'évolution technologique et quelles seraient les implications pour les opérateurs à l'avenir si jamais c'était le cas? Qui souhaiterait parler de la question de l'hydrogène? Jonathan? Oui, j'en serais très content. Nous pensons que c'est tout à fait complémentaire. Et il n'y a pas de solution magique contre le changement climatique. Il faut tous les atouts et nous pensons que l'hydrogène et les avions hybrides serait surtout dédié aux missions moyen courrier. On ne pense pas que la technologie se sera développée pour le long courrier, alors que les SAF seraient entièrement la solution pour les longs courriers. Donc on pense qu'il y a une complémentarité totale. Sur ces technologies de rupture, il faudra attendre encore 15 ans avant qu'elles puissent apporter une contribution significative, alors que les SAF sont disponibles dès maintenant pour apporter une aide dans toutes les parties des opérations pour les décarboner à court terme, et c'est la seule option réaliste pour les longs courriers. D'accord, c'est intéressant. Quelque chose à dire sur l'hydrogène? Alors moi j'aurais ajouté que ce n'est pas une stratégie où on peut remplir toutes les cases avec une seule technologie. Et donc on voit que les avionneurs vont dans différentes directions pour accélérer les opportunités dans toutes ces directions. Je crois que de notre côté, l'hydrogène, comme l'a dit Jonathan, c'est une opportunité à plus long terme. Donc notre mise en garde serait de ne pas perdre de vue ce que l'on peut faire dès maintenant, en parallèle, alors que nous, avec nos partenaires d'État, nos partenaires universitaires et tous ceux qui investissent à long terme. Donc il faut trouver le juste équilibre. On ne peut pas rater ce qui peut apporter des avantages à court terme, alors qu'il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre, en gros. D'accord. Avançons, parlons des autres choses qui ont été évoquées, des évolutions en matière d'opérations, peut-être des choses telles que l'abaissement des vitesses en vol, avoir de nouvelles étapes d'avitaillement sur les longs courriers. On a beaucoup parlé dans la présentation de Violetta, parlé du train à grande vitesse, aussi le prêt garanti par l'État pour Air France avec un report sur le TGV pour les vols de moins de 2h30. Nancy, dans le reste du monde, il semble que le TGV, ça ne soit pas disponible. Donc, comment est-ce que l'on peut traiter la question? Eh bien, je crois que ce sera possible sur les quelques couloirs qui sont possibles, mais géographiquement, aux États-Unis, on n'aura pas de train grande vitesse avant encore pas mal de temps. Et puis, quand on pense au cycle de vie, aux émissions de gaz à effet de serre et tous les autres effets des autres modes de transport, il peut y avoir énormément d'effets du train à grande vitesse si l'on tient compte de tout cela. Ce qui est le plus important à faire, c'est de voir quels sont les effets en matière de carbone et sur l'environnement. L'ennemi, ce n'est pas nécessairement un mode de transport ou un modèle économique en particulier, que ce soit court courrier, long courrier.
ça n'est peut-être pas toujours justifié de passer au ferroviaire. Il faut voir ce que nous, en tant que secteur aérien, nous pouvons faire pour réduire nos émissions carbone et les impacts climatiques de ce que nous faisons. Ce n'est pas qu'une question de report modal, mais il faut vraiment arranger notre secteur et utiliser par exemple des technologies durables. Et puis, comme vous l'avez dit, Paul, il faut encore faire pas mal de choses du côté opérationnel. Et nous sommes très concentrés sur cela. Nous avons un avenir assez brillant, mais il faut quand même se tenir à la tâche. Et puis, je crois que les choses sont un peu différentes en France parce qu'on a développé le TGV il y a déjà 40 ans dans ce pays. Donc, je crois qu'ici, vu que les investissements ont déjà été faits, l'intermodalité est une solution potentielle. Avec la SNCF, nous proposons des solutions intermodales depuis 1995, donc ça fait 25 ans. Je crois qu'on peut en faire plus. On a un projet avec la SNCF pour améliorer l'expérience client, pour améliorer l'aspect numérique. On a aussi des défis en matière d'expérience physique. Je crois qu'il faut synchroniser la conception des aéroports avec celle des gares pour faciliter l'expérience client et l'expérience physique, par exemple dans le transfert des bagages. Très bien, parfait. Des choses intéressantes ici. Passons à l'un des autres sujets sensibles auxquels on est confronté depuis quelques années, c'est la question des mesures économiques. Et là, c'est encore plus prégnant alors que nous commençons à sortir de la pandémie. Donc, les gouvernements ont dû investir énormément d'argent pour maintenir l'économie à flot, préserver l'emploi, etc. Donc, à un certain moment, il va falloir remplir les caisses à nouveau. Et donc, la question est de savoir si les mesures économiques dont on parle sur le secteur, il y en a deux en place. Il y a l'ETS européen et puis le Corsia. Est-ce que ces mesures s'appliquent encore ou est-ce qu'il y aura probablement une résurgence d'idées de fiscalité encore plus importante sur le secteur et est-ce que ça pourra avoir des résultats positifs ou négatifs? Michael, un mot? Oui, pour moi, la fiscalité, c'est une grosse préoccupation parce que ça peut être une réaction réflexe assez facile pour les gouvernements pour remplir les caisses. Et donc, on va se tourner vers les cibles faciles. Ce qui illustre bien la problématique pour moi, c'est que si, à titre de comparaison, vous prenez l'ETS pour l'aviation en Europe et le Corsia, ce sont deux formes de régulation de marché qui ont une approche très différente. L'ETS européen a été imposé au secteur aérien avec beaucoup d'opposition du secteur et des menaces de guerre commerciale du fait de certains aspects qui n'étaient pas tout à fait favorables au secteur et on n'atteignait pas vraiment les objectifs environnementaux qui étaient censés être atteints. Alors que si vous prenez le Corsia qui a été développé dans le cadre d'une approche collaborative entre le secteur et les États, eh bien, c'est probablement unique qu'un secteur aille voir l'OACI et dise « on veut être réglementé ». C'est très rarement le cas, mais on a pu avoir un dialogue avec les gouvernements et l'OACI pour établir un système qui profite à tout le monde. Bien sûr, le Corsia n'est pas parfait, il n'est pas idéal pour tout le monde parce que c'est une solution de compromis et de consensus. Mais chaque fois que les gouvernements étudient la réglementation économique du secteur aérien, il faut faire cela dans l'esprit collaboratif du Corsia plutôt que de voir un système imposé. Il suffit de voir quelle est la situation après la pandémie maintenant. Et puis, bien sûr, le Corsia, c'est une solution mondiale alors que beaucoup d'États cherchent à trouver des solutions locales aux problèmes. Et donc, bien sûr, du point de vue d'une compagnie présente dans pas mal de pays, cela soulève pas mal de problèmes. D'autres remarques là-dessus, Jonathan? Oui, on est un secteur mondial, donc il faut une solution mondiale. Et le Corsia, c'est le bon instrument pour lutter contre les émissions de l'aérien. L'ETS européen comble un manque comblait un manque pour les émissions intra-européennes avant l'entrée en vigueur du Corsia, mais on s'attend à ce que le Corsia remplace l'ETS parce que l'ETS
ne concernera jamais que les émissions intra-européennes. Donc, la solution aux problèmes mondiaux, c'est le CORSIA. Et on espère qu'une fois que le CORSIA sera complètement en vigueur, ça remplacera l'ETS. Et puis, pour la fiscalité, elle ne fait rien pour les émissions. Au Royaume-Uni, on a la taxe sur l'aérien la plus élevée, 2 fois plus punitive que l'autre système. On paye maintenant 5 milliards de dollars de fiscalité et ça ne fait rien pour l'environnement. Ça n'est pas le bon instrument et donc il faut d'autres mesures. D'accord. D'autres remarques, Nancy? Oui, moi j'ajouterais que je crois que on ne rend pas assez hommage au CORSIA. On s'est tous rassemblés, comme vous l'avez dit. On a fait intervenir un certain nombre de pays qui étaient assez sceptiques quant aux accords climatiques et qui se sont maintenant ouverts au CORSIA de façon enthousiaste. Et puis, ce qui est essentiel, c'est que le CORSIA est fondé sur le consensus entre experts pour s'assurer que l'on ait des unités d'émission et une rigueur environnementale. Et les groupes de défense de l'environnement et d'autres ont aidé à concevoir ce système. Donc, la validité du système est gigantesque et cela offre un grand signal au monde concernant la qualité de genre de mesures de marché que l'on peut créer. Et puis, c'est la seule mesure de marché mondiale qui existe actuellement. Alors rapidement, 2 choses. Vous savez que l'Union européenne est en place de réviser la directive ETS, donc il y a un risque de distorsion de la concurrence, notamment lié à ce qu'on appelle les fuites de carbone. C'est-à-dire que, surtout s'il y a un écart entre la réglementation européenne et la réglementation internationale. Pour ce qui est de la fiscalité, il faut savoir que des investissements importants seront importants, remplacement de la flotte, carburant durable. Alors à un moment où le secteur est très touché par la crise, toute fiscalité qui n'est pas directement orientée vers ces investissements pour les raisons environnementales pourrait compromettre cette trajectoire. Oui, voilà un message intéressant et les mesures économiques peuvent avoir un effet, mais elles doivent être menées à bon escient et à l'échelle mondiale pour pouvoir avoir les effets voulus. Très bien, il nous reste quelques minutes de discussion avant de vous donner la parole à vous qui nous écoutez. Et je reçois déjà des commentaires, des observations, des questions d'ailleurs, auxquelles nous pourrons revenir dans un instant. Mais d'abord, pour clore cette première conversation, on a vu que l'industrie a mis en place des efforts considérables pour relever ce défi. Il reste encore beaucoup à faire, bien sûr. Vous venez de nous dire qu'il n'est pas possible d'agir seul. Il faut que les États participent à l'effort. Et là, peut-être que je ferai un dernier tour de table en guise de conclusion. Quelle serait votre demande auprès des États? Quels efforts doivent-ils consentir pour pouvoir accélérer le travail déjà en cours pour justement faire face à cette problématique? Jonathan d'abord. Oui, ce que je pourrais vous dire, c'est que pour nous, les SAF, les carburants, disons, de substitution devraient être la priorité. Il y a eu relativement peu de progrès au niveau européen. Il y a beaucoup encore à faire. Mais si un mandat doit être défini, il doit l'être de telle sorte à ne pas fausser la concurrence. Mais enfin, si on peut s'assurer que les investissements soient bien menés, c'est là qu'ils devraient être appliqués. Oui, à notre sens, les SAF devraient être effectivement la priorité et les États doivent vraiment mettre l'accent là-dessus, les investissements. Alors, l'histoire d'un mandat à définir, évidemment, c'est une chose, mais dans cette période, disons, de sortie du Covid, les États essayent de reconstruire leurs économies. L'idée, c'est si on met des fonds dans le SAF, il y a des possibilités de win-win, c'est-à-dire on crée de l'emploi, on régénère des secteurs, on reconstruit une industrie grâce à un investissement public au départ, mais évidemment, le secteur de l'aviation est un secteur clé pour aller dans le sens en plus de la décarbonation. Donc là, l'orientation serait bien choisie. Mais enfin, les incitations doivent être bien choisies, notamment en termes d'investissement. Merci. Nancy?
Je crois que tout le monde va s'accorder sur ce point, mais si on veut être un peu spécifique et concret en termes de soutien à l'aviation aux États-Unis, ce que nous souhaitons faire, c'est de trouver un ensemble d'incitations fiscales, de crédits d'impôt pour favoriser le développement des SAF. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas pu mener des politiques, obtenir un consensus politique autour de cela. Alors, il faut quand même souligner que la gestion du trafic aérien, l'optimisation de l'ATM est également une opportunité à court terme. Et c'est un domaine dans lequel les États peuvent faire plus. Et les États-Unis doivent chercher des systèmes de navigation plus performants. Et d'ailleurs, les gouvernements européens vont dans le même sens avec le ciel unique européen et des programmes qui vont dans ce sens. Donc tout cela était plutôt encourageant. Il reste beaucoup à faire, mais c'est aussi bien le secteur que les États qui continuent de s'atteler à la tâche. Corinne, finalement, ça n'a pas été une répétition. C'est comme une espèce d'unanimité prévisible quand même. Oui, il y a bien entendu l'appui du gouvernement français, mais également de l'Union européenne sur les SAF. Et là, l'État français va dans ce sens pour favoriser le développement d'usines, d'infrastructures. Et il y a des objectifs de réduction de 5% d'ici à 2025 et d'ici à 2030. Enfin bon, l'idée est de pouvoir construire dès à présent, jeter les bases de cette infrastructure. Je vous remercie. Alors ce que j'entends ici, c'est que on s'intéresse bien entendu comme objectif global à l'environnement. Les opérateurs divers s'accordent dessus. Il y a différentes approches qui sont en place pour réduire les émissions. Au-delà de cela, il y a des objectifs à court et à moyen terme sur les carburants de substitution, les SAF et autres, ce qui n'exclut pas des solutions à plus long terme, comme les aéronefs à propulsion électrique ou à hydrogène. Mais on parle beaucoup surtout des SAF maintenant. Les solutions existent d'ores et déjà. La question est de pouvoir les développer à une échelle industrielle. Est-ce que notamment la production peut se développer? Et puis, évidemment, en termes de perspective, les États doivent pouvoir définir les cadres qui veilleront à ce que l'investissement soit encouragé dans ce sens. Voilà, si cela résume à peu près les positions que vous avez exprimées. Il est temps de passer maintenant à la séance questions-réponses et donc on va lancer le jingle pour les questions. Et j'ai moi-même déjà des questions que j'ai reçues du public. Donc, nous nous retrouvons maintenant avec les questions du public et c'est l'occasion de poser, de vous mettre quelquefois sur la touche, mais on verra ça. On va passer d'une langue à l'autre, excusez-moi. Première question, on peut constater des gains environnementaux possibles autour de l'exploitation des aéronefs, voilà, le choix des routes et des indices de coût, de vitesse, etc. Mais tout cela semble avoir une influence négative sur le coût du transport aérien. Qu'est-ce que les compagnies aériennes sont disposées à faire dans ce sens pour trouver le juste équilibre entre la nécessité de réduire les émissions, mais tout en maintenant une base de coût raisonnable? Qui souhaite répondre? Jonathan, oui. Pour moi, c'est plutôt l'inverse, parce que si on rend les opérations plus efficaces, tout le monde y gagne. Là où il y a des coûts, c'est justement le carburant. Et si en plus on ajoute le coût de la tonne de carbone, ça peut augmenter la base de coût de 40%. Donc on a tout à fait intérêt, au contraire, à réduire cette consommation de carburant. Vous parlez également de l'ATM. Il y a encore des inefficacités héritées du système, notamment en Europe. Je crois qu'il y a 28 autorités aéroportuaires qui définissent les routes et il y a une grande inefficacité. Là, on peut vraiment faire le ménage, optimiser cela et gagner au moins, réduire de 10% les émissions de carbone simplement en appliquant les meilleures pratiques à l'ATM. Et puis, bien entendu, alléger les aéronefs, enfin, toutes les procédures qui permettront de réduire la consommation de carburant va dans le bon sens. Donc là, je crois que tout cela va dans le même sens. Oui, cela s'intègre à la question suivante.
Quels sont les gains possibles au niveau des aéroports et du contrôle aérien? On a beaucoup parlé des compagnies aériennes, mais on n'a pas jusqu'à présent parlé de cela. Les aéroports ont leurs propres initiatives parce qu'elles ont des émissions à réduire, mais qu'est-ce qui peut être fait au niveau justement aéroportuaire? La gestion du trafic aérien, on sait qu'il y a un problème qui se nie européen, mais pourquoi ne définissons pas plus d'objectifs pour les aéroports eux-mêmes? Qui souhaite y répondre? Alors, on avait parlé de 10% de réduction des émissions de CO2 avec le ciel unique européen. Donc là, je crois que toutes les compagnies aériennes attendent impatiemment que se mette en place ce ciel unique qui, sur le papier, tout existe et les résultats peuvent être atteints à très court terme. Oui, cette question de gestion du trafic aérien, finalement, ne semble pas entrer dans la sphère publique. On en parle pourtant beaucoup depuis des dizaines d'années en Europe. Alors, je sais que je jette un pavé dans la mer, mais enfin, l'Union européenne considère que le ciel unique européen est son programme le plus brillant, mais enfin, au quotidien, l'exploitation semble être en deçà des attentes exprimées au niveau européen. Alors, est-ce que d'autres souhaitent intervenir sur cette question du rôle du contrôle aérien, de l'ATC et des aéroports? Alors, du côté aéroportuaire, oui, il y a des choses à dire. Nous travaillons en étroite collaboration, bien sûr, avec les aéroports et il y a des opportunités que nous avons recherchées, par exemple l'électrification des voies d'accès, c'est-à-dire qu'au lieu de se servir d'un APU sur l'aéronef, on peut servir d'électricité plutôt que de tracter les aéronefs. Il y a également d'autres les tracter au moyen de petits véhicules électriques plutôt que de gaspiller du carburant à rouler sur la piste. Il faut ce genre de partenariat avec les aéroports va dans ce sens, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des économies là où on peut le faire. La TAG, justement, travaille avec les aéroports, les prestataires de services de navigation, les constructeurs et les compagnies aériennes qui tout travaillent ensemble, parce que là, c'est une solution qui doit intégrer toute la supply chain, toute la filière, et chacun intervenant à son niveau. Donc là, il y a des possibilités. Alors, mais évidemment, le résultat sera quand même moindre que celui attendu auprès des aéronefs eux-mêmes. Michael, vous parlez justement, parlant de la TAG. Oui, pour ce qui est de la gestion du trafic aérien, il y a quand même quelque chose à dire. Eurocontrol nous dit que, vous savez, du fait de la crise sanitaire et la réduction du trafic, évidemment, les avions peuvent fonctionner de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus... éviter les détours, puisqu'il y a un espace aérien moins encombré et on peut aller de A à B par des voies directes. Et rien que ça a permis de réduire considérablement, presque 50%, les émissions. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis des années. C'est ça l'objectif du ciel unique européen. Et donc, on a l'application concrète ici. Ce qui serait formidable, c'est de pouvoir se servir de cette opportunité. Lorsque le trafic reprendra après la crise sanitaire, au lieu de revenir immédiatement au statu quo ex ante, essayer de justement nous inspirer de la façon dont on a pu fonctionner dans une période, si vous voulez, allégée, pour pouvoir trouver des routes plus efficaces et les économies de carburant et d'émissions sont significatives. Un grand merci. Oui, pour ce qui est des aéroports, 60% de nos engins de traction sont électriques. On veut arriver à 100% dans quelques années. L'hydrogène, on en parle, c'est une technologie de rupture. On ne la connaît pas bien, mais de toute façon, ça devrait également se faire avec les aéroports. Oui, donc les aéroports doivent être également associés à cette recherche de combustible, de carburant de substitution. Une question clé qui a été posée aussi, la solution est peut-être plus économique que technologique, mais quelle serait l'incidence
du doublage, enfin si on multiplie par 2 le prix des billets d'avion, quel serait le résultat? Pour arriver à net zéro en 2050, il faudrait d'énormes investissements qui viendraient du haut de la filière, mais compte tenu de leurs difficultés financières, les compagnies financières qui font face à avoir une baisse de la demande et l'obligation de rembourser les crédits de l'État, comment financer ces investissements? Qui souhaite répondre? Multiplication par 2 des billets d'avion pour restreindre la demande? Un instant, la façon dont on aborde la question du changement climatique, c'est le prix de la tonne de carbone qui est une incitation à réduire l'empreinte carbone. Donc, il ne s'agit pas d'augmenter le prix du billet pour le plaisir. L'idée, c'est d'arriver à un mécanisme structuré de fixation du prix de la tonne de carbone. Et évidemment, c'est une façon de réduire les émissions. Il y a un système d'arbitrage, l'ETS, etc. Mais il y a un effet de la demande. Une des choses que dans la feuille de route de l'aviation durable qui a été présentée en février de l'année dernière dit jusqu'à 2050, on essaie de voir ce qu'aura l'incidence sur la demande de l'évolution du prix de la tonne de carbone. Alors, on a travaillé au Royaume-Uni déjà là-dessus. Quand on a annoncé le chiffre de 400 $ la tonne d'ici à 2050, par rapport au prix du billet d'avion, ça n'a pas l'air si énorme, mais c'est un scénario envisagé et le résultat des simulations sont une baisse de la demande de 6%. Donc, la fixation du prix de la tonne de carbone aura une incidence sur la demande, mais la solution, il ne faut pas réduire la demande par un système de fiscalité ou autre, c'est en travaillant sur le prix de la tonne de carbone. Quand vous avez des politiques qui empêchent les gens de voyager, je crois qu'on va dans le mauvais sens. On sait qu'au niveau mondial, lorsque on donne un coup de pouce au contraire aux économies en favorisant les échanges culturels, enfin même plus simplement, l'économie elle-même tourne grâce à l'aviation dans une large mesure. Donc au contraire, il faut plutôt imaginer des incitations positives qui nous aident à faire ce que l'on doit faire plutôt que de nous détourner de l'industrie les moyens dont elle a besoin pour justement investir. Alors, on met beaucoup l'accent sur une espèce de justice environnementale. Est-ce que l'on va dire que mon frère n'a pas le droit de prendre l'avion parce qu'il travaille à l'usine par rapport à quelqu'un comme Bill Gates qui a les moyens de le faire? Il y a une espèce d'injustice environnementale à laquelle il faut quand même penser. Et il faut bien réfléchir aux politiques qu'on veut mettre en place pour faire face à cela et s'intéresser surtout à ce qui aboutira à une réduction des émissions de carbone plutôt que de dire aux gens ne prenez pas l'avion et utiliser un critère financier pour ce faire. Merci. Il nous reste très peu de temps, mais quelques questions rapides maintenant. L'une d'entre elles. Quelles sont les perspectives d'une approche commune entre l'industrie représentée par l'IATA, la TAG et autres, et l'OACI qui reprend le débat, mais à un niveau supérieur, celui des États? Est-ce que les choses vont évoluer? Michael, peut-être? Oui, les perspectives sont plutôt encourageantes. En 2022, on a déjà une première date pour mettre en place un processus qui aboutirait à un système de réduction des émissions à long terme, cette fois pour le monde entier. L'industrie est derrière et il serait bon que les États s'alignent dessus, s'alignent au moins sur les ambitions annoncées par l'industrie. Donc là, les choses vont dans le bon sens. Et pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, si ceci se fait en collaboration entre l'industrie et les États, les perspectives de succès sont quand même plus certaines. Mais tout cela nous paraît parfaitement faisable et ce qui se passe maintenant est déjà encourageant. Très bien. Une toute dernière question maintenant qui va nous permettre de conclure. Ce matin, Alexandre de Juniac nous a dit qu'il s'attend à voir... il attend beaucoup de la technologie, de l'apparition de nouveaux types de carburants, mais également du rôle des États. Vous, en tant que compagnies aériennes, quelles sont finalement les choses les plus, disons, les 3 priorités qui, à votre sens, vous permettront d'atteindre vos objectifs climat? Peut-être une priorité par personne, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes.
Moi, je crois qu'on a tous parlé de l'urgence de rendre les SAF disponibles, d'avoir des politiques qui vont dans le sens d'un encouragement, d'une incitation au développement de la production de SAF. Il ne faut pas oublier que le propos de l'industrie aéronautique, c'est de rapprocher les cultures, de permettre, de favoriser le développement économique de tous les pays. Donc, les États doivent se souvenir de cela lorsqu'ils définissent leur politique. Très bien. Est-ce que Michael, peut-être? Moi, je crois que tout est dit. Enfin, à court terme, ce qui nous paraît évident, c'est que le public, il y a une méconnaissance de ce que sont ces carburants. On parle de SAF, le grand public ne sait pas trop de quoi il s'agit, alors qu'on sait que sur le plan technique, ces choses ont été prouvées, elles sont sûres, etc. Donc, il y a un travail de sensibilisation, d'éducation du public, parce que ce qui serait vraiment regrettable, c'est que d'ici à 70 ans, lorsque on n'a pas permis à l'industrie de se développer comme elle aurait voulu, que les passagers se disent « mais vous aviez cette solution qui s'appelait SAF et vous l'avez pas mise en œuvre, vous n'avez pas fait les investissements nécessaires, vous ne l'avez pas concrétisé, il n'y a pas eu un développement commercial. » Donc, il faut quand même ne pas manquer cette opportunité et donc il y a un travail de sensibilisation à faire pour que les États favorisent l'arrivée sur le marché de ces SAF. Donc, c'est un concept qui doit être mieux connu et c'est un travail qui nous incombe. Merci. Jonathan? Oui. Je crois que bon, il y a des politiques qui doivent aller dans le sens du développement de ces carburants, de ces SAF. Si il y avait un mandat à définir, il devrait d'abord se faire au niveau déjà européen. Bon, l'OACI a joué un rôle essentiel pour arriver à un développement international. Et donc, le SAF, ce serait plutôt au niveau mondial la promotion des SAF et l'Union européenne pour un cadre politique européen. Enfin, pour les États-Unis, il faut se dire qu'il ne faut pas mettre en concurrence les États. Je crois qu'il y a vraiment un travail de collaboration qui doit se faire pour atteindre ces objectifs. Eh bien, mesdames et messieurs, merci. Nous arrivons au terme de cet échange que j'ai trouvé très intéressant pour ma part. Je crois que l'un des messages clés qui ressort de tout cela, c'est qu'il y a un véritable engagement de la part des compagnies aériennes à poursuivre leurs efforts pour réduire leurs émissions, pour réduire l'empreinte carbone. Des solutions existent à court, à moyen terme, il existe des solutions réalistes, faisables, mais la vraie question est de savoir mettre en place ces carburants dits SAF pour lesquels on a besoin du soutien des États et l'industrie est parfaitement disposée à travailler en collaboration avec les États pour justement tenir cette promesse. Sur ce, je tiens à remercier le panel, Anne qui a pris le temps de se joindre à nous, Michael qui nous joint de Genève, Jonathan de Londres et Nancy. Un grand merci de vous lever si tôt le matin à Washington. Mesdames et messieurs, ceci conclut la perspective des exploitants. Nous allons prendre une pause de 20 minutes, non moins, et là, ce sera de l'autre côté de la barrière les instances de régulation qui vont nous parler. Merci.